Ça roule. OK, aujourd'hui, je veux juste mettre un mini trigger warning, mais c'est parce qu'on parle d'un sujet quand même assez important, assez beaucoup, très important, qui touche pratiquement tout le monde. Ben, qui touche tout le monde, honnêtement. On parle Oui, des oui. traumatismes émotionnels. Absolument. Une chance, t'es sûr. Ben, je regarde. Oui. Traumatisme, une chance, ça fait 1 heure qu'on parle parce que je suis plus sûre. Mais on est encore sur le choc un peu. Je veux dire, t'as été loin là, de l'explication. Et, T'as été bon, c'est le but bravo. aussi. Mais c'est l'idée de donner de l'information. Ouais. Et de dire aussi qu'il y a des solutions, évidemment. Oui. Et que, comme d'habitude. Ouais, il y a des choses à faire pour résoudre ça. Et on parle de résilience aussi. Oui, on parle de résilience. En fait, on a fait des super belles conclusions. C'est juste qu'effectivement, on va un peu plus loin dans le sujet. On parle de traumatisme, on parle des écoles de pensée, puis des deux types de traumatisme, mais vous allez tout voir ça dans 2 secondes. Fait qu'on vous invite à écouter ça. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'honnêtement, ce podcast-là m'a aidé beaucoup plus que tous les années de thérapie que j'ai faites. Fait que j'aurais dû penser à ça bien avant. Ben, tant mieux, c'est le but. C'est vraiment ça le but. Merci du témoignage. Ouais. Mais il y a des bouts rough. Livia l'a dit. Il y a de ce que tu parles un peu. Il y a un avertissement de trigger, c'est ça que vous dites? J'essaie de ne pas avoir l'air d'un discours de bonhomme. Ben, donc, mais encore une fois, Marc a mis sa cape rouge, a été Superman. Merci. Bon épisode à tous. Exact. Mais qu'est-ce que ça vous dit, traumatisme? Quand vous pensez... Quand vous pensez... Ça va nous dire Non, la première question. Oui, bonsoir. C'est la première fois que j'ai l'impression que le podcast va commencer avec un casque sur la tête. Tu sais, je veux dire. Non, mais c'est parce qu'il y a la définition des psychologues et puis il y a ce que les gens se disent d'un traumatisme. J'avoue que c'est intéressant. Parce que pour moi, traumatisme, ouais, ça vient avec des séquelles. Bon, intéressant. Donc, pour toi, ça serait Dès que je marque des points, moi, j'arrête mes réponses. Un événement qui te laisse des séquelles, ça serait ça? Ouais. Ben effectivement, c'est comme un événement intense, ou même peut-être pas, parce que ça peut être un micro-traumatisme. T'es fier, hein? Ah oui! Ouais, c'est presque ça. En psycho, on parle de petits ou de grands traumatismes. OK, c'est ça. Mais c'est ça, donc micro, petit traumatisme. Ce qui va faire la différence, c'est donc un événement soudain, inattendu, qui crée un choc chez la personne et donc qui a un impact sur le plan physiologique. On va voir quel impact. Et puis, il y a, donc ça, c'est les petits traumatismes. C'est soudain, il y en a un et ça peut s'arrêter là. Les grands traumatismes, c'est la répétition et la durée. OK, c'est pas la gravité du traumatisme en tant que tel. Je veux dire, parce que moi, quand je pense à un grand traumatisme, c'est quelque chose que tu as vécu peut-être il y a 15-20 ans et à chaque fois que tu y penses, c'est la même angoisse, anxiété, mauvais souvenirs. Tu revis le moment, même si ça fait longtemps, tu as l'impression que dans ta tête, ça se guérira jamais. Pour moi, ça, c'est un grand traumatisme. Est-ce que je suis dans le champ ou... Ouais, ben... ça serait tout pour moi. On va aller me chercher Mr. Freeze. Je quitte. Je vais laisser les adultes discuter. Non, mais c'est parce que... Bon. Merci de ta transparence. Regarde, il y a petit traumatisme, grand traumatisme, donc durée et répétition. Ouais. Et puis, il y a syndrome de stress post-traumatique. Et ça, c'est encore autre chose. Et c'est vraiment lorsqu'il y a un arrêt du fonctionnement global de la personne. C'est-à-dire, la personne a des cauchemars, a ce qu'on appelle une reviviscence des événements. C'est un peu comme si, dans le stress post-traumatique, le développement de la personne s'est arrêté là. Il y a comme un blocage qu'elle n'arrive pas à dépasser. Donc, il va y avoir des cauchemars. Il va y avoir une difficulté à fonctionner au quotidien. Là, on est dans vraiment le post-traumatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement déclencheur dont la personne ne s'est jamais défait. OK, mais c'est ça que je m'en allais dire, dans le sens où moi, mettons, je me fie à mon expérience, puis j'ai vécu un grand choc, mais qui rentre dans la catégorie petit traumatisme, mais j'ai eu un choc post-traumatique. C'est une équation qui est potable, qui se peut. Tout à fait. C'est-à-dire que on peut vivre un événement traumatique et un seul qui va affecter, en fait, le reste de la vie de la personne parce qu'elle n'arrive pas à dépasser, à résoudre, en fait, et dans son corps, et dans son cerveau, et dans sa tête, cet événement-là. Donc, pour les gens, souvent, l'idée, c'est « Ah, mais c'est plus grave quand c'est prolongé et répété ». Sur le plan psychologique, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On peut avoir vécu un seul événement qui altère tout le reste de notre vie. On peut avoir vécu une série d'événements
qui aussi modifie notre fonctionnement pour le reste de notre vie. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que y a des personnes qui vivent un événement traumatique et qui s'en remettent pas, et il y a des gens qui vivent une série d'événements traumatiques et qui fonctionnent très bien et qui ne vivent aucun stress. Mais ça tomberait dans le déni, forcément. Tu peux pas vivre ces traumatismes-là et être capable de débloquer. En fait, c'est que c'est le grand mystère de la résilience. On ne sait pas pourquoi des gens vivent une série d'événements, des abus physiques, des abus sexuels, un crime, et qui rebondissent, parce que c'est le sens de la résilience. La résilience, c'est exactement ça. C'est malgré les événements que je vis, je rebondis et je continue à fonctionner et ça ne se voit pas dans mon fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que les séquelles sont effacées aussi. Ça veut dire, justement, si c'est ça l'idée. L'idée de cette résilience qu'on a du mal à expliquer, c'est que malgré la gravité de l'événement vécu, ça ne m'affecte pas et je continue à fonctionner parce que quelque chose en moi a réussi à le résoudre. Alors, qui sont ces gens et comment font-ils? En fait, tu sais... OK, bravo, mais oui. C'est important de parler de ça parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre qu'ils vivent, par exemple, une rupture amoureuse et ils sont véritablement affectés, ils s'arrêtent de travailler, ils sont dysfonctionnels, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et les gens disent, voyons, c'est pas si grave que ça, comparativement à un viol. Oui, mais je veux qu'on aille dans cette direction-là parce que souvent, tu sais, admettons, moi, dans ma vie, quand j'ai vécu les grosses peines, je me disais genre, mais c'est pas aussi grave que mon voisin, mais c'est-tu moi ou c'est vraiment pas un bon exercice à faire, tu sais, En fait, c'est que ce qui compte, c'est pas la comparaison à ton voisin, c'est la façon dont toi, tu l'as vécu et comment tu vas le résoudre. Mm-hmm. Et ça, en fait, c'est une combinaison complexe de facteurs génétiques. C'est-à-dire qu'il y a de même qu'il y a des enfants qui naissent et qui sont plus anxieux et des bébés qui vont pleurer beaucoup, beaucoup, celui d'à côté pleurera pas beaucoup. Puis ça, c'est ce qui nous est donné à la naissance. C'est notre patrimoine génétique. On peut rien là-dessus. Ce sur quoi on a un pouvoir, c'est la façon dont on va gérer notre environnement, dont on va gérer notre vie, nos choix de vie, etc., etc. Donc, oui, une personne peut être affectée sur le plan d'un traumatisme émotionnel, et à la fois, ce qui va être beaucoup plus important, c'est d'aller chercher des outils pour réparer, de reconnaître cette difficulté-là, d'être le moins résistant possible, le moins possible dans les mécanismes de défense. Et dans le jugement, c'est pareil, le déni, etc. Donc, l'idée, c'est ne pas se comparer, reconnaître qu'on bute contre quelque chose qui nous dépasse et aller chercher de l'aide. C'est surtout ça le point. Mais il y a des gens qui vont avoir du mal, en fait, en se comparant, qui vont avoir du mal à accepter qu'ils ne fonctionnent plus. Et ils vont minimiser, en fait, la gravité des symptômes. C'est ça, le fameux genre, là, j'ai pas rapport d'avoir autant de peine, tu sais, genre. Il y a aussi l'autre, tu sais, il y en a que tu reconnais le mal, tu reconnais le traumatisme, peu importe son degré. Tu consultes, tu y vas de toutes les façons. On a tellement énuméré à travers les podcasts des solutions. On répète souvent tout ce qui est, tu sais, justement, habitude de vie saine, puis évidemment, d'aller éteindre le feu qu'il y a dans ta tête. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Moi, ça me surprend que des fois, il y a des choses qui font surface, puis tu fais « Sérieux, man, le feu est encore allumé? Ça, c'est très frustrant, ça. Ouais, tu reviens beaucoup à ça, dans les podcasts. Ben, tant que c'est pas réglé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est très frustrant ou je suis très frustré? Aïe, à chaque fois qu'on fait... C'est beau ce qui se passe! Mais non, mais... Je vais juste jouer avec mon micro pendant les 40 prochaines minutes. Je ne veux pas être très créatif et je vais te redonner la même réponse que d'habitude. Mais c'est parce que je pense que c'est important, ça. Tout le poids du jugement qu'on subit et qu'on se fait subir est une limite à la résolution de nos problèmes. C'est-à-dire que plus tu es frustré contre toi-même, moins tu vas pouvoir résoudre, parce que c'est la colère, c'est la frustration qui l'emporte. Alors que si tu utilises la frustration comme un moteur de résolution, c'est-à-dire au lieu de mettre cette énergie-là négative à l'auto-dévalorisation,
je vais la dédier à la résolution de mon problème. En tant que motivation. Qu'est-ce que je peux faire? Mais oui, c'est ça. Et d'aller identifier, en fait, ce qui est possible. Avec la psychologie positive. Ouais. Par exemple. Ben, t'as raison. Je l'ai dit plusieurs fois au courant de nos podcasts. En ma défense, tu l'as jamais aussi bien expliqué. C'est vrai que cette fois-là était impeccable. C'est excellent. Mais tu sais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, même si c'est une plaisanterie. Non, mais c'est vrai, parce que, tu vois, en thérapie, souvent, on se retrouve avec des gens qui ont tendance à répéter, en fait, les mêmes choses. Et de mon côté, je me dis toujours comment le dire de façon à ce que ça soit percutant ou que ça fasse une différence. Et l'idée, c'est cette répétition de tu vas évoquer la même chose et je vais te donner la même réponse. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça fait un déclic. Donc, dans le processus, en fait, que les gens se disent aussi que la résolution, elle ne vient peut-être pas tout de suite, mais c'est dans l'exploration d'une résolution potentielle qu'on trouve la solution. Ben, en fait, c'est juste que j'ai vraiment accroché sur la phrase se servir de la frustration pour la résolution. Oui, c'est un moteur. Et puis d'aller derrière la frustration, qui est une forme de colère, parce que derrière la colère, il y a toujours de la tristesse. Tu vois, c'est une autre affaire que j'avais oubliée. Puis tu vois, en disant ça, je repense à la situation comme telle, puis oui, comme de fait, c'est ça. Et donc, quand on arrive à ça... On est déjà en partie dans la résolution. Et comment... Puis la tristesse comme telle, je disais, oui, encore une fois, la consultation, mais je veux dire, c'est quoi l'exercice à faire pour atténuer une tristesse puis une peine? Oui, je pense que c'est de déjà savoir qu'à partir du moment où on reconnaît sa tristesse, qu'on la ressent et qu'on réussit à mettre des mots dessus, on peut la laisser aller, elle peut se métaboliser. Aucune émotion ne peut se métaboliser si elle n'est pas reconnue et si elle n'est pas mise en mots. Mais j'aurais quand même tendance à ajouter que je suis pas la professionnelle ici, mais quand tu vis un traumatisme, qu'importe grand, petit, quoi que ce soit, la réponse ultime est quand même d'aller chercher de l'aide d'un professionnel parce que tu n'as pas nécessairement les outils, à moins que, je sais pas, ton parent soit un professionnel ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide dans ce cas-là précisément. Oui, je pense que si ça affecte ton fonctionnement au quotidien, si c'est présent, si ça modifie la relation que tu entretiens avec les gens. Tout à l'heure, dans le questionnaire, il y avait le mot hypervigilance. C'est vraiment le réflexe de toute personne qui a vécu un traumatisme. Elle va sursauter, elle va s'installer dans un environnement et observer, scanner l'environnement pour juste prendre certains repères, s'assurer que tout va bien. Il y a ce niveau de suractivation du système nerveux, on en parlait parfois, où les personnes ont du mal à s'abandonner, ont du mal à trouver un calme. Elles sont toujours un petit peu sur sur le qui-vive ou à penser qu'il y a une caméra qui les observe. Et c'est vraiment ça l'idée d'une surstimulation. Oui, ça, par exemple, cet exemple-là vient de tout changer la donne. Là, genre, le nombre de personnes que... Je sais pas, ça vous arrive pas, vous, bon, je viens de répondre à la question. Est-ce qu'une personne traumatisée, on dirait bien, parce que je suis comme tout le temps en mode analytique. Vraiment. Ouais, fait j'ai-tu répondu non à cette question-là? Non. Mais c'est pas grave, parce que ton test, globalement, il disait oui. OK, ouais, c'est ça. Pas besoin de réponse de plus. On va pouvoir en reparler. Sinon, parce qu'on parle de grands et petits traumatismes répétés et tout, mais j'imagine qu'évidemment, il y a ce qu'on, des fois, on peut considérer un petit traumatisme, on sous-estime l'impact que ça peut avoir. Absolument. Je pense d'ailleurs qu'il y a vraiment un énorme problème de sous-estimation des petits traumatismes dans la société. Oui. Parce que c'est sûr que, de façon dramatique, un enfant battu, ça se voit. Un enfant qui arrive à l'hôpital avec des marques sur le corps, puis une jambe cassée, ça se voit. Mais le parent qui, dans l'enfance, a un regard sur son enfant, qui est un regard dévalorisant, qui est une remarque ou un mot qui va blesser l'enfant puis le marquer pour le reste de sa vie, ça ne fera pas la une des journaux.
mais c'est un traumatisme émotionnel. Et je pense qu'on a tendance à négliger, en fait, ces petits traumatismes-là, justement parce qu'ils sont plus petits que les grands et qu'on se dit, à côté de la personne qui a été violée, j'ai eu une belle vie. Et en fait, l'idée, ça serait, ben non. Parce que, moi, je dis toujours, on ne compare pas les souffrances. On n'a pas à comparer les souffrances. On n'a pas à dire, ben, étant donné que tu es un gars qui a du succès, etc., on ne va pas s'apitoyer sur ton sort parce que tu es malheureux en relation amoureuse. Alors que l'idée, ça serait... Mais je le dis avec beaucoup de respect. Non, non. Mais je veux dire, l'idée, ça serait plutôt de dire, mais toi, comment tu le vis? Et de reconnaître que si c'est une souffrance, alors ça mérite d'être respecté, ça mérite de la compassion, puis ça mérite d'être traité, quoi, en fait. C'est quelque chose qu'on a dit souvent aussi, puis je pense qu'on ne se tendra pas assez de répéter que, exactement, tu sais, le jugement de dire, mon Dieu, comment tu peux avoir autant de peine, regarde ce qui est arrivé à Julie, je sais n'importe quoi, tu sais, arrête de t'apitoyer sur ton sort, regarde la maison, ce que tu habites. Puis ça, c'est grave parce que, c'est grave pour moi, psychologiquement, c'est grave parce que dire à quelqu'un arrête de t'apitoyer sur ton sort, c'est un peu comme si on lui demandait d'arrêter de prendre soin de lui pour traiter quelque chose qui l'affecte et qui le rend malheureux. Ou qu'on approuvait son sentiment dévalorisant, genre. De minimiser, en fait, oui, tout à fait, c'est ça. Alors que l'idée, au fond, j'ai pas à juger ce qui est traumatisant pour toi ou pour moi. J'aimerais bien que ce soit respecté. Ce serait ça plus l'idée. Et les gens, en fait, font ça avec eux-mêmes. Au lieu de s'arrêter et de se dire je ne m'apitoie pas sur mon sort si je décris exactement la vérité de ce que j'ai vécu. Je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que je le reconnais. S'apitoyer sur son sort, ça serait c'est ça, je ne peux rien faire dans la vie, puis je rate tout dans ma vie, puis je ne serai jamais heureux dans ma vie parce que j'ai vécu ça dans mon enfance. Mais il y a une confusion à ce niveau-là. Parce que reconnaître ce qu'on a vécu de douloureux, c'est pas s'apitoyer sur son sort si on en fait quelque chose pour le résoudre. Mais on a tellement parlé souvent à travers les podcasts des choses qui retournent à l'enfance, qu'on a absorbées, qu'on a inculquées, qui a fini par se programmer dans nos têtes sans savoir que c'était là. J'imagine que pour les traumatismes, c'est la même chose. Un traumatisme évidemment, comme, tu sais, accident, traumatisme psychologique, whatever. Il y a des choses qui sont évidentes, mais j'imagine qu'on doit parcourir des fois notre vie sans même réaliser que certaines choses ont été traumatisantes. Absolument. C'est sûr que c'est complexe parce que les traumatismes les plus difficiles à identifier sont ceux qui sont préverbaux. Parce que... Préverbaux. Donc, on va dire de 0 à 24 mois. Étant donné qu'on n'a pas accès au langage, le traumatisme qu'on a vécu, il est émotionnel, il est imprimé en soi, mais il n'a pas de mots, donc il est abstrait. Oui, parce que dès un jeune âge, on enregistre tout. Bien sûr. Dès la naissance? On n'oublie rien de notre naissance, on n'oublie rien non plus, je pense, de la période intra-utérine, parce qu'on sait que on parle bien de traumatisme émotionnel, ça ne passe pas forcément par les mots. Le traumatisme émotionnel, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps de trop intense que je n'ai pas su gérer avec mon corps et que je n'ai pas compris avec mon cerveau. C'est ça le traumatisme. L'idée, mais ça indique aussi le chemin à suivre. Il va falloir ressentir dans son corps pour évacuer l'émotion. Il va falloir apprendre à mettre des mots pour que ça devienne cohérent. D'ailleurs, non, mais je pense à plein de choses. Je veux dire, ça fait tout le sens du monde, oui. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus fatigant. Et pourtant, je veux dire, tu sais, j'ai consulté des affaires que tu traites, puis tu dis, OK, puis mon Dieu, OK, all right, feu t'éteint. Mais non, pourquoi ça revient? All right, hey, ça fait longtemps que je n'y ai pas pensé. Qu'est-ce que ça fait là? Ouais, si ça revient, c'est que c'est pas réglé. Puis non, mais il y a aussi une frustration qui va parce que ça fluctue, hein. Parce que moi, j'ai eu déjà des périodes dans ma vie où j'avais vraiment accompli un sentiment de bien-être, d'alignement, de ci, de ça, puis que je me suis remis les pieds dans les plats à cause d'un traumatisme de mon autoroute neuronale que j'ai juste fait comme oup, j'ai repris le même chemin par réflexe. Absolument. Mais tu sais, oh non, j'ai perdu ma question. C'est pas grave. C'est full
Ça va revenir. C'était la pause du TDAH d'Olivia Martin. Ça va revenir. On va y revenir quand la pensée va remonter au cerveau. Dans le sens où il y a une certaine frustration qui s'accumule aussi avec revenir en arrière, puis ce qui peut encore plus porter du jugement à ton traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, avec humilité, l'idée, ça serait de reconnaître que, tiens, c'est mon allié, ce que je vis là, est là pour me dire, il y a peut-être quelque chose là encore à gérer, à régler. Ouais, c'est ça. Puis, parfois, ça se fait en étapes. C'est pas, une résolution n'est pas toujours là au moment où on la souhaite ou au moment où on la travaille. Parfois, ça peut se vivre en fait en plusieurs étapes. Je reviens sur un truc que je disais dessus de 0-24 mois où on peut vivre des traumatismes qui créent leur empreinte. Mais ça, c'est la période d'amnésie infantile. C'est-à-dire qu'en général, on a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé avant l'âge de 2 ans. Si on te dit de 0 à 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des souvenirs précis? En fait, on ne s'en souvient pas. Non. Et c'est normal, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas créé une empreinte qui agit ensuite dans notre vie. Ça, c'est une première chose. Mais l'autre idée aussi, c'est que un des signes fréquents de traumatisme émotionnel, ça va vous parler, en fait, très clairement, et vous allez pouvoir déterminer, OK, oui, je me sens concerné ou pas. C'est que les gens qui ont vécu des traumatismes émotionnels, en règle générale, ils disent, je me souviens de rien de mon enfance. Ouais. Un blocage, déni, protection, etc. Absolument. C'est le mécanisme... Il est rendu rodé. Ouais. Mais c'est le mécanisme de survie, en fait. C'est trop difficile. Je ne sais pas comment le gérer. Émotionnellement, ça m'affecte au quotidien. Donc, je le relègue très loin dans mon cerveau. Je le refoule. Et le refoulement, c'est un mécanisme de protection. C'est un mécanisme de défense qui fonctionne bien s'il est ponctuel. Mais si on l'utilise pour le reste de sa vie, c'est là que ça crée des difficultés. Le refoulement, je veux dire, c'est comme, mais c'est comme n'importe quoi. À un moment donné, à force d'enfouir, ça revient à la surface. Ouais. Ça l'explose même. Mais ça fonctionne quand l'enfant, par exemple, est incapable de le comprendre, de le traiter. Ça a sa fonction, ça lui donne une pause. Ça lui permet de continuer à fonctionner sans être trop perturbé. Est-ce que, je sais que je te mets un peu sur le spot, là, mais est-ce que tu voudrais nous donner genre des exemples de traumatismes récurrents que tu entends en thérapie par rapport à la petite enfance? Parce que je pense que justement, c'est comme un concept qui peut être nouveau pour certaines personnes. Toutes les phrases assassinent des parents qui ont l'effet d'une gifle. Oh, ouais. Une séparation aussi, ça rentre là-dedans. Une séparation, mais la séparation, si tu veux, encore une fois, c'est pas systématiquement mal vécu par les enfants, ça ne devient pas forcément traumatisant. C'est la façon dont l'enfant le reçoit en fonction de ce que le parent met en place. Un parent qui prend soin de son enfant ou 2 parents qui prennent soin de leur enfant au moment de la séparation, l'enfant ne sera pas forcément traumatisé. Ça sera un élément marquant de sa vie. Ouais. Aucun enfant a oublié la séparation de ses parents, mais tous les enfants n'ont pas été traumatisés par cette séparation. Mais c'est ça. Admettons, je sais qu'on parle de traumatisme, mais admettons, ça, c'est pas considéré comme un traumatisme parce que la situation fait en sorte que non. Mais c'est quelque chose qui te marque. Genre, est-ce que ça pourrait être quelque chose que tu pourrais ne pas croire à l'amour toute ta vie juste à cause de ça, genre? Absolument. Même si c'est pas un traumatisme? Absolument. Ben, il y a, je veux dire, un des mécanismes de protection, justement, d'un enfant qui aurait vécu très difficilement la séparation de ses parents, c'est, si je suis pas en couple, ça m'arrivera jamais. Ou je vais essayer ça va être très, très important de trouver la bonne personne pour que ça n'arrive jamais et je ne me séparerai jamais et je ferai tout pour que la famille demeure, etc. etc. C'est problématique au final, peut-être. Bien sûr. Je pense que dans la séparation, parenthèse, les parents oublient, tu vois, j'ai fait un lapsus qui parle bien de mon expérience avec les parents. On vient d'avoir une ouverture. Les parents oublient que l'enfant est au cœur de leur séparation. Et souvent, parce qu'ils sont dans leur propre souffrance, ils oublient de prendre soin des émotions de l'enfant. Mais ce n'est pas leur intention. Donc, c'est ça qui peut être traumatisant, en fait, pour l'enfant. C'est que tout à coup, il reste sans réponse. C'est que tout à coup, on lui fait changer d'environnement et de lieu de vie du jour au lendemain sans lui expliquer que
pourquoi un de mes parents tout à coup est plus là, ou pourquoi mon parent se retrouve avec un autre conjoint ou une autre conjointe alors que ma mère est dans une autre maison. C'est tous ces éléments-là, en fait, où on ne prend pas soin de l'enfant et de sa sensibilité qui peuvent être traumatisants. Oui, puis comme on dit, tu sais, admettons, les gens qui ont le réflexe d'aller en thérapie, mais à cet âge-là, tu n'as pas les mots. Ça te prend du temps, un mot t'as dit quand tu arrives en thérapie après pour mettre les doigts dessus, tu sais. C'est souvent qu'on est dans un état presque désespéré. C'est rare qu'on y va de façon préventive. C'est vrai. Et puis même réactive, même si c'est pas au début de la souffrance, c'est quand on n'en peut plus. Mais tant mieux, au moins, tu prends la décision d'y aller. Et on est là pour ça. Mais depuis tantôt qu'on parle des traumatismes dont on a été victime, je peux appeler ça de même, qui ont été provoqués parents, accidents, personnes X, Y, Z, mais qu'est-ce qui arrive des traumatismes par rapport à quand c'est toi qui es responsable de la peine ou de la souffrance de quelqu'un d'autre? Parce qu'on a tout quelque chose qu'on regrette d'avoir dit, d'avoir fait. Tu sais, quel parent n'a pas pensé qu'il a disputé son enfant d'une façon trop dure? Quelqu'un qui a provoqué un accident de voiture par distraction ou peu importe, tu comprends-tu? C'est comparable ou c'est qu'on met un autre domaine de soins et d'approche pour régler ça? Je pense que d'abord, on a parfois du mal à voir comme parent ou comme conjoint ou comme l'impact de ces actions sur les autres. Mais je crois que les enfants, eux, quand ils grandissent, en tout cas, le savent. Je veux dire, si on pense tous à notre histoire, on a tous en tête des moments qui ont changé notre perception, la perception qu'on avait de nos parents ou de leur relation de couple. Donc, la partie traumatique, c'est toujours celle qui est mal vécue par la personne qui reçoit, en fait, le comportement de son parent. Donc, le parent ne peut pas, a priori, savoir. Il ne peut savoir que s'il met son enfant dans un contexte où l'enfant va pouvoir exprimer librement ce qu'il vit, questionner librement ce qu'il vit. Un enfant qui peut dire à son parent « J'aime pas quand tu dis ça. J'aime pas quand tu fais ça. Tu m'as fait de la peine. Je t'aime pas quand tu fais ça. » Ça va faire une énorme différence par rapport à l'enfant qui se dit « J'ai peur de mon parent. Je vais certainement pas lui dire ce que je ressens, mais je souffre et je vais souffrir en silence. » Ça, tu vois bien que ça sonne plus. Ça sonne plus. Quoi? Non, c'est Eloïse Sauvé, ça. C'est pas toi. OK, pour une fois, c'est pas moi. Ça sonne plus traumatisme à ce moment-là, quand on est pris avec une émotion vive dont on ne sait pas quoi faire. Alors que le rôle du parent, ça serait justement de montrer à l'enfant qu'est-ce qu'on fait des émotions. Parce que dans une situation où tu te sens justement, où tu as un traumatisme qui a été causé par personne X, Y, Z, il peut y avoir de la peine, forcément, mais dans une situation où c'est toi qui es responsable d'avoir justement fait de la peine ou à quelqu'un, là, c'est la culpabilité. On dirait que c'est des émotions complètement différentes chimiquement qui envahissent ton cerveau. Mais faire de la peine, c'est pas forcément traumatiser. Non, mais je sais, tu vois un exemple? Le traumatisme, c'est vraiment une dérégulation émotionnelle. C'est une dérégulation. C'est-à-dire que la personne ne réussit pas à revenir vraiment à un état de calme, d'apaisement, dans cette fameuse fenêtre sur le plan émotionnel où on n'est jamais trop haut ou jamais trop bas. Donc, cette dérégulation, quand on n'a pas d'outils, c'est là qu'on reste coincé avec cette intensité-là, en fait. Qu'est-ce qui te fait sourire? Non, mais parce que j'imagine toutes les avenues que ça pourrait prendre, tu sais, c'est comme... Je pense que c'est un sujet qui touche... Tout le monde. Tout le monde. Mais bien sûr, bien sûr. Et moi, j'aime beaucoup quand les exemples concernent plus ta mère que moi, mais ça, c'est un autre podcast en soi. Mais Joe Gapard, évidemment, comme à chaque épisode, on a rempli un questionnaire. On vous le met en résumé. On vous invite évidemment à le remplir si vous posez la question dans quelle catégorie ou dans quelle intensité ou à quel niveau. Juste démarrer la conversation personnelle. Exactement. De toi à toi. De toi à toi. Et encore une fois, je pense que c'est ça qui est le fun avec nous autres. On n'est pas très, très souvent dans les zones grises. Me trompes-tu? Je veux dire, en général, depuis qu'on fait le podcast. C'est vrai. Je pense que c'est rendu à la troisième question que tu Non, mais vous-même, vous connaissez la réponse. En fait, si je vous posais la question spontanément, pensez-vous que vous avez vécu des traumatismes émotionnels, petits ou grands, vous diriez quoi? Ben oui, plusieurs. Je peux même en souligner. Toi, tu dirais quoi? Ouais. Et c'est ce que dit le questionnaire. Les réponses du questionnaire vont dans ce sens-là. Vous avez tous les deux vécu des traumatismes émotionnels. Mais qui n'en a pas vécu? Je veux dire, parce que même à travers parce que le questionnaire ne peut pas juste non plus dévoiler la gravité, l'impact,
Oui, non. Non, c'est vrai que le questionnaire n'a pas de degré en tant que tel. Je pourrais, avec vous, en fait, si on regardait vos réponses plus en détail, je pourrais vous dire, ah ben, ça va plutôt dans tel sens ou dans tel autre. Mais globalement, je pense que l'idée, c'est plus de reconnaître, au-delà du jugement qu'on pourrait avoir vis-à-vis de soi-même, il y a des choses qui m'ont profondément troublé et je veux les régler. C'est l'engagement qu'on a vis-à-vis de soi-même. C'est ça qui est intéressant par rapport à un questionnaire. C'est pas encore une fois, de s'auto-diagnostiquer puis de rester coincé avec un diagnostic dont on ne sait pas quoi faire. Le but, c'est en quoi ça m'aide. Moi, j'ai comme l'impression aussi qu'il y a des gens qui, par rapport à certains traumatismes, vont prendre le blâme, se dire que c'est de ma faute, ce qui va les forcera pas à confronter la situation ou même là où les personnes responsables ou derrière cette souffrance-là. Ouais, comment tu vois ça? Ben non, mais je sais pas pourquoi... Il y avait comme une question, c'est dans le ton que je l'ai dit. J'ai pas fini avec « Hein? » ou « Non, mais c'était... » Je sais pas pourquoi ça l'a évoqué ça en moi, mais je sais pas si c'est mon TDA ou c'est ta question qui a juste comme réveillé quelque chose. C'est comme une raison de bien des affaires. Oui, c'est ça. Mais j'aurais tendance à... J'ai direct pensé à ce que tu as dit par rapport à tu as toujours un choix. T'sais, au final, c'est toujours toi qui as le pouvoir de régler ça, puis de solutionner, puis d'élever encore une fois ton énergie. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, ça fait comme choix. C'est juste pour nuancer, tu as toujours un choix, mais tu n'as pas toujours le sentiment d'en avoir un. Mais je pense pour ça que c'est important qu'on le mentionne, parce que moi, quand tu as dit ça, ça m'a vraiment fait résonner. C'est comme tout le temps, dans notre vie, dans n'importe quoi, on a le choix. Puis genre, on a le choix de rester avec ce problème-là. Puis c'est ton choix au final. Mais on a aussi le choix d'aller chercher de l'aide. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. En fait, mais c'est parce que je sais pas si on a le choix, mais il existe des solutions, il existe des possibilités de résolution. Mais tu sais, il y a des gens qui vivent un tel désespoir qui n'ont pas le sentiment d'avoir un choix. Ils sont écrasés, Alors oui, c'est bien de leur faire passer ce message, mais je crois que ce qui est plus important, c'est de traiter le sentiment de désespoir. OK, je pense que la suite de ma question, il aurait été logique, c'est exactement quand tu sens que tu n'as pas le choix puis que tu n'as pas d'outils, par où tu commences. T'sais, je sais qu'on l'a mentionné beaucoup de fois, mais effectivement, aller chercher de l'aide. Mais en même temps, je sais pas de toi, mettons quelqu'un qui est vraiment désespéré puis qui a trop peur d'aller voir même un psychologue pour ça. Je pars toujours de là. Je pars toujours de la validation de son émotion. Parce que je pense que si on dit à quelqu'un qui a le sentiment de ne pas avoir d'espoir, puis d'être complètement découragé et accablé, je pense que si on valide ça en disant à quelqu'un « je comprends, ça doit être difficile », et d'ouvrir un espace où la personne peut mettre des mots sur ça, des fois, ça permet en sorte de... Maintenant que je l'ai suffisamment dit que j'étais dans le désespoir, à une oreille attentive qui ne me juge pas, je pense que je peux passer à autre chose. Mais il y a des gens qui n'ont pas cet espace-là. C'est-à-dire qu'on ne les entend tellement pas et ils ne savent tellement pas comment le dire qu'ils restent inévitablement coincés dans leur souffrance et dans leur découragement. Ouais, tu parlais des phrases cinglantes qu'un parent peut dire à un enfant, puis dit Dieu sait que j'en ai entendu, puis je parle pas forcément moi directement, mais tu sais, dans l'entourage des gens, dans des cas de séparation, t'es bien comme ton père, t'es bien comme ta mère, je veux dire, imagine, non, mais c'est des choses que tu traînes et qui deviennent lourdes sans t'en rendre compte. Ou tu préfères ta mère, ou tu préfères ton père. Ouais, l'installation d'une compétition, tu sais. Fait que j'imagine qu'après ça, tu en as mentionné quelques-unes, t'es bon à rien, tu finis par les croire aussi. Fait que ce traumatisme et le désespoir-là, tu le définis, le justifies. Absolument. Parce que il n'y a pas un enfant en construction qui se dit « c'est mon parent qui a un problème, ce qu'il me dit n'a aucun sens, ça ne parle pas de moi, ça ne parle que de lui. » T'es rendu adulte, quand t'es rendu à 25-30 ans, tu vives encore le même genre de malheur. Non, mais je sais, mais... On a parlé des fausses croyances. Ouais. Ça demeure à l'âge adulte. Je veux dire, l'empreinte qui a été créée par ce qu'on a perçu de soi dans le regard de nos parents,
c'est difficile de se défaire de ça. Ça prend un sacré travail, en fait, de remise en question. Puis ça, en soi, je trouve que c'est traumatisant. Parce que tu t'imagines comme ça vient changer le cours de ta vie. Ouais, puis, tu sais, moi, depuis tantôt qu'on en parle, quand on parle de traumatisme, il y en a plein qui te viennent en tête tout de suite. 1 et 2 et 3, peu importe, OK, comme ça, tu fais... Moi, la discussion depuis tantôt me pousse à me dire, mon Dieu, y en a-tu que je néglige? Y en a-tu qui expliquent certains comportements, blablabla? Puis en même temps, et pourtant, on parle de 3 personnes, bien évidemment. Il y a des gens quand même assez ouverts à l'auto-analyse. Quand même épeurant, là. C'est-à-dire? Ben, je sais pas si je pense que, tu sais, il y a bien des choses qui ont été réglées, il y a des choses qui ont été visitées, il y a des choses qui ont été traitées. Il y en a qui restent encore, même s'ils ont été un petit peu atténuées. Mais là, depuis qu'on parle depuis tantôt, surtout quand on a dit, il y en a qui sont pas évidemment apparents tout de suite, que tu sous-estimes. Que tu sais même pas qu'il pourrait être un traumatisme. Je vis très bien présentement, à 50 ans, avec ça. Fait que j'ai tenté de faire le voyage pour retourner. C'est parce que les conséquences des traumatismes, même si tu n'identifies pas le traumatisme, surtout par exemple, comme on le disait, si c'est à une période préverbale, ou les conséquences sont dans le quotidien aujourd'hui. Je veux dire, même si une personne n'identifie pas bien les traumatismes émotionnels qu'elle a vécus, elle peut les identifier, j'ai envie de dire, par la bande, en observant les conséquences de ces difficultés au quotidien. Si j'ai des difficultés d'adaptation à répétition à mon milieu professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose là de l'ordre d'un traumatisme qui fait en sorte que j'ai du mal à fonctionner dans un milieu nouveau ou dans un milieu professionnel quelconque. Si j'ai du mal dans mes relations mes relations affectives, mes relations avec mes enfants, mes relations amoureuses, mes relations d'amitié, tout ça, ce sont des indicateurs de qu'est-ce qui fait qu'il y a une interférence en moi. Cette interférence-là, c'est celle-là qui est à questionner. Parce que c'est la marque de quelque chose qui s'est difficilement construit ou qui reste à construire. Puis est-ce qu'on pourrait dire aussi que... C'est long, j'ai comme l'image que des fois, les traumatismes évidents, lourds, sont quasiment plus faciles à... Ça va peut-être paraître niaiseux ou je sais pas. Non, mais... Je suis en train de m'abaisser. Je suis en train de... Mais de dire que... Comme c'est plus facile à percevoir, on dirait que c'est plus facile à traiter parce que ça devient un focus de ta thérapie, de ce que tu veux régler pour fonctionner, plus que les traumatismes qui sont moins évidents, que tu peux même balayer de la main. En fait, les traumatismes, encore une fois, pour certains, ça va être vraiment... Ça va bloquer leur fonctionnement, ça va les empêcher de développer des relations harmonieuses ou de fonctionner socialement. Par exemple, on peut penser qu'un viol, on peut penser que des abus sexuels vont avoir un impact sur la sexualité de la personne ensuite, une fois que les événements ont été passés. Ou... Pour certaines personnes, c'est vrai, pour d'autres, ça ne l'est pas. Ah ouais, hein? Puis comme tu disais tantôt, c'est pas du déni, c'est pas du... Non, c'est de la résilience. Absolument. C'est de la résilience, c'est le fait que, malgré cet événement-là, la personne a trouvé des ressources en elle qui ont fait en sorte que ça n'a pas complètement cassé son mode de fonctionnement. À la fois, je te dirais que pour les traumatismes, par exemple, les grands traumatismes comme les abus sexuels, comme les accidents graves, comme... L'idée, c'est que la résolution ne va pas forcément passer uniquement par les mots. C'est-à-dire que pour des personnes qui vivent des traumatismes liés à la sexualité, on se rend compte que l'approche de résolution ne sera pas de mettre des mots dessus, mais d'adopter une approche qui est plus une approche corporelle, c'est-à-dire au-delà des mots. Parce que les gens une personne qui est bloquée, par exemple, par rapport à un viol qu'elle a vécu, par rapport à, je pense à des cas où des personnes ont été abusées par leurs parents sexuellement. Hein. Donc, ces enfants-là qui sont adultes et qui arrivent en thérapie, ils veulent résoudre. Mais par exemple, ils vont dire, j'ai cette impression-là, mais je me souviens de rien précisément. Oh, wow. Mais souvent. Ou je me souviens que
tous les matins, je me réveillais et puis j'avais un petit cadeau au pied de mon lit, mais je ne me souvenais pas que mon parent était venu. Mais ce sont des gens qui vont avoir tous les symptômes d'un traumatisme sexuel. Tous leurs discours, leurs difficultés au quotidien sur le plan relationnel en couple, incapables d'être touchés, dans l'hypervigilance, incapables d'avoir une relation sexuelle où ça ne se vit pas dans une position particulière, dans un contexte particulier. Ces gens-là, en fait, présentent tous les symptômes d'un traumatisme grave, c'est évident, mais on ne pourra pas traiter par les mots parce qu'ils vont avoir un discours qui est de l'ordre de « ouais, ça fait du sens, ouais, ça fait écho, mais je me souviens de rien, mais j'aimerais me souvenir, etc., etc. » Donc maintenant, ce qu'on préconise beaucoup, c'est les approches corporelles. C'est-à-dire, on va essayer d'aider la personne à faire la paix avec son propre corps. Un corps moins réactif, un corps qui réapprend à être touché, à être caressé, etc., etc. Donc, je crois beaucoup aux approches corporelles pour le traitement de certains traumatismes. Ben, en fait. Mais ou même cette approche-là, est-ce qu'elle est utilisée ailleurs aussi? Parce que je trouve ça quand même intéressant, parce que ce soit sexuel, je comprends, mais autre, ça peut faire en sorte que tu as un rapport différent avec les gens, point. Et avec toi-même, avec ton corps, parce que le traumatisme a toujours créé une empreinte dans le corps. Oui. Donc, on parlait des signaux somatiques, de réaliser qu'est-ce que je ressens, en fait, à quel niveau la contraction s'exprime, au niveau de la gorge, au niveau du diaphragme, au niveau... Donc, c'est aussi une piste de résolution d'apprendre à décontracter, en fait, le corps. Puisque toute personne traumatisée vont avoir tendance à rester... À crisper. Bien sûr. C'est ça que je dis tout le temps. Ben, peut-être qu'on a juste fait trapu aussi, puis ça veut pas dire que... I don't think that's it. Ouais, question de peut-être finir sur une note quand même positive. Je veux dire, il y a beaucoup de belles choses qui sortent. Non, évidemment, mais c'est comme... Parce que je vais revenir là-dessus sur la résilience, parce que c'est quand même admirable, ceux qui sont capables de passer à travers sans justement être en déni ou faire semblant ou d'enfouir. Et puis tout le monde a une résilience à des degrés différents. Ça peut paraître un peu... Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, la résilience? Bien sûr. Qui se traite? Ou c'est comme quand même quelque chose qui est comme un peu aussi programmé dans ton ADN? Tu sais? Ben, c'est-à-dire qu'on a tous un certain niveau de résilience. Oui. Et la résilience, on fait souvent l'analogie avec un métal qui se plie et qui retrouve sa forme initiale. C'est ça la résilience. C'est quelque chose m'a affecté, quelque chose... tout à coup m'a rendu difficilement fonctionnel, mais je reviens en fait à mon fonctionnement initial et rien n'est arrêté, rien n'est bloqué. C'est ça la résilience. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'idée de rebondir, quoi. C'est pour un temps, j'ai eu un genou à terre, mais je me suis relevé et je repars dans ma vie. C'est ça la résilience. Fait que ce qu'on peut retenir, c'est que je sais on a déjà parlé de réflexe, mais c'est exactement ça. C'est de travailler ton réflexe à, voir la situation en avant de toi, être capable de l'analyser, mais rationaliser, puis travailler sur ta résilience. Oui. Non, vas-y. Non, mais je trouvais ça... Vous avez fait la même affaire en même temps, c'était drôle. Oui, mais non, mais l'affaire du métal, je pense que c'est ça qui a inspiré le premier Karate Kid. J'essaie de faire... Danielson, c'est ce que j'ai en tête. Non, mais résilience, c'est tout. Mais... Non, pourquoi on me regarde tous les deux? On écoute. Tu parles? Je sais. Oui, non, c'est un bon point, mais... C'est tout. Oui, finalement. Non. mais c'est important que les gens sachent que, quel que soit le niveau de résilience qu'on a, et qui est différent, on peut effectivement renforcer cette résilience et se sortir de ces traumatismes qu'on a vécus. C'est de rester dans cette idée d'aller chercher de l'aide, le plus tôt possible, en fait, puisque avant que les choses ne s'installent et puis se rajoutent d'autres difficultés, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide et d'utiliser, en fait, ce qui est en soi. Tout le monde a un certain potentiel de résilience. C'est pas parce qu'il est différent qu'il n'existe pas. Non, puis on ne dira pas assez non plus. Tu sais, si tu penses que tu es faite de même, puis pourquoi est-ce que je changerais, puis ça va quand même pas se payer mon affaire, puis j'ai toujours été de même. Ça se déconstruit, ça se reconstruit. Hey, merci infiniment à tout le monde. Je suis le seul qui a été pris sur ma comparaison et mon analogie avec Karate Kid. C'est correct, je vais vivre avec. Ma résilience va m'aider à passer à travers le jugement que j'ai eu dans les regards de genre « Wow, quel gag ordinaire! » Mais c'est correct. Moi, au fond de moi,
Je vais passer à travers ce mini-traumatisme que je viens de suivre. Tout. Hey, on le dit, puis on n'arrêtera pas de le dire encore une fois aussi. Les questionnaires. Questionnaires. Accessibles à tous, les références accessibles à tous, dans la caption, sur nos sites, partout. Allez fouiller. Honnêtement, si on a ouvert une petite valve, on est capable de vous indiquer où aller. Tout à fait. On vous conseille de faire le ménage de vos dossiers. Ciao tout le monde. C'est ça notre conseil.